Je suis Jean-Marc Moulin, professeur de droit à l'Université de Perpignan et spécialiste en matière de droit financier. Bien, je crois qu'en premier lieu, il convient de recadrer, de redonner un peu le contexte de mise en œuvre de cette directive européenne de février 2014, donc qui a été introduite dans le droit français et précisément dans le Code de la consommation à l'occasion d'une ordonnance donc, de 2016 et qui entre progressivement en application dans le droit français. Les deux principaux piliers à l'origine de cette directive, c'était à la fois d'harmoniser le droit européen du crédit hypothécaire destiné à financer l'acquisition d'immeubles à usage résidentiel d'une part, et d'autre part de favoriser les opérations transfrontalières que permettent par exemple qu'un opérateur allemand, un banquier allemand puisse faire une offre de crédit hypothécaire à un consommateur français ou espagnol et inversement. Alors ces deux objectifs sont toujours présents dans la directive, mais c'est greffé du fait de la crise des subprimes de 2008, un troisième objectif poursuivi par cette directive qui est à savoir de responsabiliser les acteurs de fournisseurs de crédit afin d'avoir des garanties, de donner des garanties quant à la qualité du crédit immobilier financé au moyen d'une garantie hypothécaire. Et cet aspect est extrêmement important parce qu'il va donner une coloration particulière au texte, une coloration que le texte n'avait pas à l'origine. La directive communautaire de 2014, transposée donc par l'ordonnance de 2016, fait un focus très important sur l'information précontractuelle, l'information due au consommateur qui cherche à souscrire un prêt immobilier. Cette information présente deux caractères principaux. D'une part, elle est standardisée par la directive qui cherche à favoriser la comparabilité de cette information. Et d'autre part, elle est personnalisée pour être certain que le contrat qui va être proposé au client corresponde exactement aux attentes du client. L'information standardisée prend en réalité deux formes. Première forme, la fiche d'information standardisée européenne, dans laquelle le consommateur va retrouver une information type commune à toutes les propositions de crédit. Par ailleurs, la directive a été l'occasion de définir de manière harmonisée et précise le périmètre du TAEG. L'information est donc standardisée, mais elle doit être également personnalisée pour permettre de se rapprocher des désirs réels du consommateur final. Tout d'abord, il y aura un devoir d'explication. Le banquier doit expliquer le contenu notamment de la fiche d'information standardisée européenne afin d'être certain que le consommateur aura bien compris le contenu de cette information. En second lieu, le banquier devra parfois mettre en garde le consommateur contre la souscription de ce crédit lorsqu'il apparaîtra que, compte tenu de sa situation financière, compte tenu de la valeur éventuellement du bien immobilier qu'il se propose d'acquérir, ou éventuellement compte tenu d'autres évolutions qui peuvent affecter la situation du consommateur, eh bien, les mensualités de remboursement pèseront peut-être trop lourd compte tenu des revenus et du patrimoine de l'emprunteur. L'information dans la phase précontractuelle, on l'a vu, est essentielle parce que le souci du législateur communautaire est de densifier le consentement du consommateur. Lorsque cette crainte est écartée en phase précontractuelle, la phase contractuelle peut enfin démarrer. La phase contractuelle est conçue dans la directive sur deux piliers. La première jambe, le premier pilier, est incarné par l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Le second pilier est incarné par l'évaluation du bien immobilier lui-même. Cette première branche de la recherche de l'information concernant la solvabilité de l'emprunteur potentiel est extrêmement importante car il appartiendra au banquier de formaliser donc une procédure de découverte du client d'une part et d'autre part de bien vérifier que l'ensemble des pièces nécessaires à cette évaluation ont été correctement collectées d'une part et vérifiées d'autre part. Le deuxième pilier de cette directive, en phase contractuelle, nous l'avons annoncé, c'est l'évaluation du bien immobilier. Celle-ci est relativement nouvelle en France. Les banquiers n'ont pas forcément ici de réflexe en la matière. Et c'est tout l'intérêt aussi de cette directive que de proposer d'acquérir ce réflexe progressivement et de recourir beaucoup plus systématiquement à l'évaluation du bien immobilier. L'intérêt est majeur. L'intérêt est majeur parce qu'il va permettre notamment d'assurer une meilleure politique des risques au sein des établissements bancaires eux-mêmes. En effet, comment imaginer que l'on finance sur de très longues périodes de temps, 15 ans, 20 ans, 30 ans,
des biens, des actifs pour lesquels l'évaluation n'aura pas été solidement effectuée lors de la mise en place du crédit. Qui dit évaluation dit évaluateur. Et ici, la directive va proposer aux banquiers finalement deux systèmes d'évaluation. Soit une évaluation interne, soit une évaluation externe. L'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille car cette évaluation ne peut être pertinente que si elle confère des gages d'impartialité et d'objectivité. C'est la raison pour laquelle, si un banquier décide de recourir à une évaluation interne, il devra organiser son service d'évaluation de manière à la fois fonctionnelle et hiérarchique, de telle sorte que le gage d'indépendance de ces évaluateurs soit en permanence garanti. Rien de tel avec l'évaluation externe, puisque par construction, l'évaluateur externe, celui qui n'entretient ni lien capitalistique, ni lien de subordination vis-à-vis de celui qui va octroyer le crédit, cet évaluateur bénéficie de l'objectivité et de l'impartialité qui doit sied à toute évaluation. Cet expert indépendant, naturellement, doit jouir de compétences professionnelles particulières. Ces compétences, il peut les acquérir notamment à travers l'obtention de diplômes, mais aussi à travers l'expérience professionnelle acquise sur le terrain. L'évaluateur immobilier doit constituer un dossier qui servira ensuite au fournisseur de crédit pour asseoir son processus d'octroi ou non de crédit. Loin des valeurs de transaction, l'évaluateur immobilier, en qualité d'expert, est là pour donner des gages à celui qui va octroyer le crédit quant à la valeur du bien dans le temps.